Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler sommeil. D'ailleurs, avez-vous passé une bonne nuit, même s'il est un petit peu loin, mais une nuit complète, vous savez, celle qui est bien reposante pour commencer la journée. Parce que les dernières études scientifiques montrent qu'un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut avoir un véritable impact sur votre humeur et votre santé de manière plus générale. Alors avec nos invités, nous vous expliquerons comment prendre soin de votre sommeil et nous ferons également un point sur les dernières innovations pour ceux qui peut-être et malheureusement font de l'apnée du sommeil. La santé en mouvement spécial sommeil, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et tout de suite, pour mieux comprendre pourquoi notre sommeil est une urgence absolue et comment en prendre soin, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Royan-Parola. Sylvie, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, médecin du sommeil, fondatrice du réseau Morphée et auteure de l'ouvrage Notre sommeil, une urgence absolue, Paris aux éditions Odile Jacob. Et j'en montre la couverture pour ceux qui ont l'image. Alors Sylvie, le sommeil est crucial, c'est le titre de votre livre. Il est crucial pour notre santé mentale et physique. Dites-nous pourquoi. Le sommeil, c'est vraiment le temps où on va se réparer, se reconstruire, nettoyer les neurones, nettoyer aussi les cellules de la peau, enfin faire un grand ménage en quelque sorte, mais aussi où on va acquérir toutes les données auxquelles on a été confronté dans la journée. Donc la mémoire va se constituer. Et puis ensuite, il y a tout un travail de régulation, une régulation cardiovasculaire, une régulation immunitaire, la régulation de l'humeur avec toute, disons, la défense contre les coups de mou et puis la dépression. Et puis aussi la prévention de maladies métaboliques, notamment de l'obésité. Donc c'est vraiment un moment crucial dans notre vie et ça vient vraiment en complément de l'homme éveillé. Sylvie, est-ce que ce sont les modes de vie modernes qui font qu'on dort moins aujourd'hui ou qu'on a une moins bonne qualité de sommeil ? Alors, le mode de vie intervient énormément dans l'organisation du sommeil et c'est vrai que toute l'évolution des technologies, notamment de l'arrivée de l'électricité avec l'ampoule électrique qui a modifié notre rapport à la nuit, mais aussi maintenant avec l'arrivée d'Internet, des smartphones qui modifient déjà aussi notre rapport à la lumière, parce que c'est très éclairant, un petit écran sous les yeux comme ça, mais en plus ça modifie notre rapport au temps et à l'espace. Donc tout ça, ça va intervenir dans l'organisation du sommeil, qui a un aspect cyclique très régulier, où l'on va se coucher normalement quand il fait nuit et on se réveille quand il fait jour. Et si l'on modifie ces paramètres, on va bien sûr modifier le sommeil. Et à chaque fois, c'est au détriment du sommeil, c'est-à-dire qu'on s'adapte plutôt avec une réduction du temps de sommeil. Et c'est des choses qu'on observe vraiment d'une manière importante chez 30% des personnes. Alors, vous l'avez évoqué brièvement, mais dites-nous très concrètement, si on manque de sommeil, quels vont être les effets à court terme et peut-être à plus long terme, mais dans nos vies quotidiennes et sur notre santé ? Les effets à court terme, ça c'est vraiment immédiat. Si vous n'avez pas dormi assez, le lendemain, il y a une irritabilité, il y a des troubles de la concentration, il y a des difficultés à maintenir un raisonnement qui est correct, des troubles de la mémoire aussi. Et puis, vous avez des effets à long terme, c'est-à-dire que si vraiment cette privation de sommeil, elle se répète jour après jour, vous allez avoir tendance à avoir plus de troubles cardiovasculaires et notamment de l'hypertension. Vous aurez des défenses immunitaires qui seront moins bonnes, moins réactives, que ce soit pour des cancers, mais aussi pour la défense à des agressions bactériennes ou virales. Et puis, vous aurez au niveau de l'humeur, une baisse de l'humeur qui va aussi, parfois aller jusqu'à la dépression. Et en plus, il y a un risque de détérioration au niveau du cerveau qui ne fait plus certaines fonctions de nettoyage. Et notamment, le sommeil insuffisant, le sommeil fractionné est associé plutôt avec des démences et notamment une maladie d'Alzheimer. Donc, Effectivement. Alors, comme on parle prévention dans la santé en mouvement, de manière très très concrète, déjà les bonnes habitudes à prendre et puis après les conseils que vous pourriez nous partager
Alors les habitudes, c'est déjà d'avoir un sommeil le plus régulier possible en termes d'heures de coucher, mais surtout d'heures de lever. C'est-à-dire qu'on peut faire la grasse matinée le week-end, se décaler d'une heure, 1 heure et demie, mais pas de 4 heures ou 5 heures, parce que là, il y a vraiment un facteur de déstabilisation de nos rythmes qui apparaît, et c'est pas du tout bon pour notre sommeil. Ensuite, il va falloir préparer notre sommeil le soir, ce qui veut dire que dans la journée, il faut s'exposer à la lumière, donc sortir à un moment donné pour pouvoir avoir cette information absolument primordiale du fait qu'il fait jour et que là on est réveillé. Faire du sport parce que ça diminue le stress et ça régule le sommeil en augmentant un peu le sommeil profond. Mais c'est du sport régulier, environ une 30aine de minutes par jour. Ne serait-ce que marcher, monter les escaliers, parce qu'on ne peut pas faire... D'accord. En tout cas. Et le soir, il faut se préparer au sommeil, c'est-à-dire vraiment faire un sas avant d'aller se coucher, où on fait des choses qui sont agréables, mais plus en train d'être sur les écrans, ou en train de faire des choses qui sont trop prenantes sur le plan intellectuel ou stressantes. Remplir sa feuille d'impôt juste avant d'aller se coucher, c'est sûrement pas une bonne idée. Et puis ensuite, faire éventuellement un petit peu de relaxation, de détente si on en a besoin. Et au moment où l'on se couche, essayer de prendre plutôt l'habitude d'éteindre tout de suite, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose à ce moment-là. Et puis ensuite, se laisser aller au sommeil. Et le matin, pareil, il va falloir faire aussi un sas de réveil quelque part. Parce que si vous vous levez à la dernière minute, avec pas du tout de temps pour vous préparer, parce que vous devez aller travailler, vous vous stressez d'emblée. Donc il vaut mieux se lever un petit quart d'heure avant, mais faire les choses tranquillement, faire un petit peu d'étirement, de détente, prendre un petit déjeuner, prendre les nouvelles, et puis ensuite pouvoir se préparer pour aller travailler. Et de fait, on diminue à ce moment-là le niveau de stress, et donc on améliore le sommeil là aussi. Très bien Sylvie, alors on entend effectivement ces conseils qu'on peut prodiguer au quotidien, mais effectivement on le sait, il y a des gens qui ont des insomnies chroniques et pour qui la seule alternative sont les médicaments. Est-ce qu'il y a des innovations dans ce domaine? Quelle est votre position par rapport à ces thérapeutiques? Alors l'insomnie chronique, c'est défini maintenant comme une maladie, c'est pas simplement un état d'âme ou un symptôme. Et du coup, ça doit être pris tout à fait au sérieux parce qu'il y a des conséquences donc le lendemain. Et ce qu'on sait, c'est que les médicaments ne sont pas les traitements à long terme. C'est-à-dire que les médicaments vont permettre de passer des caps, notamment des caps difficiles. Mais si vous commencez à prendre des somnifères pendant des mois et des années, là, il va y avoir un vrai problème parce que le produit va faire moins d'effets et vous aurez peut-être des effets le lendemain. Donc, il y a d'autres solutions. Et notamment, maintenant, on préconise des thérapies qui sont des thérapies comportementales et cognitives, où on accompagne les gens pour modifier leurs habitudes, modifier leur façon d'appréhender l'insomnie, et on les conduit finalement à retrouver un sommeil qui est... c'est une psychothérapie. C'est Concrètement, on va voir quel spécialiste pour ça, son médecin généraliste qui prescrit ou alors Le médecin généraliste peut orienter. Ensuite, il y a des psychologues qui font ça, des psychiatres qui le font, d'autres spécialistes du sommeil aussi qui travaillent avec ce type de technique. Il y a des techniques en ligne aussi accessibles ou des TCC qui sont faits par des thérapeutes mais dans une consultation en visio. Donc finalement, ça commence à être accessible un peu partout, ce qui n'était pas vrai jusqu'à présent. Et donc ça, c'est vraiment le traitement de fond. Mais il faut bien concevoir que quand on a une insomnie chronique, ça veut dire qu'il faut complètement revisiter toute sa façon de dormir et toutes ses habitudes, ce qui est compliqué, parce que changer d'habitude, c'est probablement une des choses les plus difficiles. Donc on vous aide à vous reprogrammer dans ces théories comportementales et puis à retrouver une forme de régulation. Il y a des progrès scientifiques, il y a des molécules néanmoins un peu révolutionnaires. Il y a une nouveauté qui est l'apparition d'un médicament qui est un anti-orexine, le daridorexant, qui a tout à fait un autre mécanisme d'action que les hypnotiques habituels. Donc il va trouver sa place sûrement dans certaines insomnies. C'est sûrement pas non plus un médicament miracle, mais il nous permettra de jouer sur certains profils, disons, d'insomniaques pour les aider à passer des caps difficiles. Sylvie, alors le sommeil peut être perturbé par effectivement cette dérégulation, mais il y a aussi des pathologies
qui fait qu'en conséquence, vous allez mal dormir. Ces pathologies, quelles sont-elles et comment elles sont appréhendées ? Alors, l'une des plus fréquentes associations, ce sont les apnées du sommeil, dont on va parler. On en parlera en deuxième aussi. partie, tout à fait. Après, vous avez le syndrome des jambes sans repos, qui est une maladie qui est souvent mal connue, en tout cas pas identifiée comme une maladie, où les gens ont des sensations très désagréables dans les jambes dès qu'ils se couchent, à point que ça retarde l'endormissement parfois d'une manière très très importante. Et quand c'est tous les soirs, il faut vraiment les traiter. Et là, pour le coup, il y a des médicaments qui aident. Et ça relève de la neurologie ou de la psychologie, de la psychiatrie ? C'est un médecin du sommeil, généralement, recherche tout ça, mais les neurologues aussi connaissent bien. Les médecins généralistes, un petit peu moins bien. Après, vous allez avoir toutes les maladies qui vont être associées, et on parle de comorbidité, et la plus fréquente, sont les maladies psychiatriques, la dépression. 30 secondes pour conclure. Allez, 3 conseils pour nos auditeurs pour attaquer une bonne soirée, une bonne nuit et demain être en pleine forme. Régularité, méditation et activité physique. Merci beaucoup Sylvie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre sommeil, une urgence absolue, paru aux éditions Odile Jacob. Restez avec nous dans quelques instants. Nous ferons également le point sur les dernières innovations pour lutter contre l'apnée du sommeil, comme nous l'a évoqué Sylvie. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission sur le sommeil dans la santé en mouvement. Alors on l'a évoqué avec Sylvie, une des pathologies liées au sommeil et l'apnée du sommeil. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jean-Louis Pépin. Jean-Louis, vous êtes professeur de physiologie clinique à l'Université de Grenoble-Alpes et directeur d'unité à l'INSERM. Bonjour Jean-Louis, alors on sait que vous êtes en congrès, très occupé, mais on est ravis de vous avoir malgré tout avec nous. Jean-Louis, pour commencer par une définition, l'apnée du sommeil, en quoi ça consiste et qui ça concerne ? Alors, c'est des pauses respiratoires qui sont répétées au cours du sommeil. En général, c'est plusieurs centaines de pauses. Et c'est en fait un relâchement des muscles du pharynx qui fait qu'il y a une fermeture complète ou incomplète. Ça concerne 1 milliard d'individus dans le monde. On pense qu'il y a 30 millions de personnes qui ne sont pas diagnostiquées en Europe. Il y a 2 millions de personnes traitées pour cette maladie en France par une pression positive continue. C'est considérable. Alors, expliquez-nous concrètement ce qui se passe dans le corps pour visualiser justement où est-ce que ça dysfonctionne. Alors, ça se passe en arrière du voile du palais et de la base de langue. C'est le petit conduit musculaire qu'on appelle le pharynx. Dans la journée, vous activez vos muscles quand vous êtes réveillé. Et dans la nuit, si votre tuyau est déjà petit parce que vous êtes obèse ou que vous avez une forme de visage particulière, quand vous relâchez vos muscles, il va se fermer. C'est assez simple, en fait. Il y a une question de taille et une question d'activité des muscles. Alors, expliquez-nous, parce que quand on dort, on n'est pas forcément capable de savoir si on fait de l'apnée du sommeil. Les premiers signes à surveiller pour savoir si on souffre potentiellement de cette pathologie et qu'il faut consulter si on a des doutes. Alors, il y a des signes qui concernent le voisin de lit, la nuisance du voisin de lit, le ronflement, ça c'est très connu. Mais il y a aussi des signes qui concernent les individus, c'est-à-dire la somnolence dans la journée, l'irritabilité, le mal-être, la difficulté à se concentrer. Il y a aussi souvent une dépression et chez les hommes des troubles de la libido. Les symptômes ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes, on en reparlera peut-être. En tout cas, voilà, il y a des symptômes la nuit pour le voisin de lit qui en profite, et le jour pour les patients avec des conséquences sur sa qualité de vie. Et il y a des facteurs de risque qui peuvent conduire à développer une apnée du sommeil, plus particulièrement, vous parliez des hommes, des femmes, mais il y a d'autres choses effectivement sur leur santé ? L'image d'Épinal, c'est le patient qui est un homme, qui a un âge moyen et qui est obèse, mais ça va bien au-delà de ça. Chez les femmes, ça commence véritablement à la ménopause. Avant la ménopause, très peu de femmes ont des apnées du sommeil. Après la ménopause, c'est autant que les hommes. Et puis, il y a la forme du visage. Il y a des formes de visage où on a plutôt le menton en arrière, où on a un cou court, et qui sont associés avec un tuyau de petite taille, et où on est à risque d'avoir des apnées du sommeil. Si on est diabétique avec une maladie cardiovasculaire, il y a aussi un risque très augmenté. Alors, comme on parle prévention dans la santé en mouvement, est-ce que vous auriez peut-être des recommandations à nous partager pour éviter d'avoir des symptômes trop importants ou pour prévenir l'apparition des premiers signes ? Alors, il faut bien entendu contrôler son poids dans la mesure du possible. Ça ne concerne pas que l'apnée du sommeil, mais c'est important.
Faire de l'activité physique, ça réduit d'à peu près 15 à 20% le nombre d'apnées au cours de la nuit. Et puis, il y a des choses qui sont favorisantes. Si vous prenez de l'alcool le soir, vous avez remarqué que vous ronflez beaucoup plus. Donc, il faut éviter l'alcool le soir. Certaines prises médicamenteuses sont aussi problématiques, en particulier les hypnotiques, les sédatifs, qui peuvent favoriser les apnées du sommeil. Ok, alors vous parlez de médicaments, mais alors dans le sens inverse, est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aider justement à pallier ce dysfonctionnement? Alors aujourd'hui, on n'a pas de médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il y a de la recherche, mais Anne Josserand, après moi, va parler du traitement des apnées du sommeil, qui est en fait un traitement par une machine qui souffle de l'air sous pression. On n'a pas d'alternative par des médicaments actuellement. Non, il n'y a pas un petit espoir qu'on peut partager, c'est plutôt de l'application et Oui, oui, Anne pourra nous... il y a toujours des espoirs qu'on peut partager, heureusement. Je pense qu'il y a des essais en cours actuellement sur des médicaments qui modulent l'activité des muscles pendant le sommeil ou qui augmentent la commande du cerveau à la respiration. On est dans des phases un peu précoces, mais dans 5 ans, on peut espérer avoir des médicaments à disposition. Et Jean-Louis, sans alarmer bien évidemment nos auditeurs, mais les conséquences à long terme de l'aspect du sommeil, une apnée qui ne serait pas traitée, quelles peuvent être les conséquences? Alors, il y a des conséquences à la fois en termes de qualité de vie, j'insiste là-dessus parce que c'est la plainte des patients, hein. Je suis mal dans ma vie, je suis déprimé, j'ai du mal à me concentrer, à faire face à mes responsabilités au travail, en famille, en couple. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça peut générer des conflits ou des difficultés. Et puis, il y a des complications cardiovasculaires, plus de diabète, plus d'hypertension, plus de maladies coronariennes et plus d'insuffisance cardiaque. Si vous aviez 3 conseils à nous partager, Jean-Louis, peut-être en fin de consultation pour nos auditeurs de manière très opérationnelle, quels seraient-ils? Si vous avez des problèmes de somnolence dans la journée et que vous avez un profil comme celui qu'on a décrit, il faut consulter un médecin du sommeil. Il y a un très bon accès au diagnostic en France. On n'attend pas longtemps. Et il y a un traitement très efficace dont on va parler Anne Josserand après, qui est la pression positive. Faites-vous dépister, faites-vous traiter et limitez le risque en prenant soin de votre activité physique et de votre nutrition. Ça, c'est un conseil plus général, mais qui est très pertinent pour les apnées du sommeil. Merci beaucoup Jean-Louis Pépin. Je rappelle que vous êtes professeur de physiologie clinique à l'Université de Grenoble-Alpes. Et comme la santé en mouvement, c'est aussi et avant tout une sélection des innovations les plus pointues pour prendre soin de votre santé, j'ai le plaisir de recevoir Anne Josserand. Anne, bonjour. Vous êtes directrice associée en charge de l'accès au marché chez ResMed et membre du SNITEM. Et vous allez nous partager l'actualité des innovations. Alors Jean-Louis en a parlé, mais très concrètement, en quoi consistent ces innovations? Quelles sont-elles? Alors, je vais compléter ce que disait le professeur Pépin. Donc, sur l'apnée du sommeil, il y a effectivement 2 principaux traitements que l'on a aujourd'hui. Cette pression donc positive dont parlait le professeur Pépin, qui sont des petits appareils que l'on a sur sa table de nuit et qui envoient de l'air par l'intermédiaire d'un masque. D'accord. Et puis, on a aussi, pour les patients qui sont moins sévères, des orthèses, qui sont des dispositifs que l'on met dans la bouche, un peu comme des appareils dentaires, qui permettent d'avancer la mâchoire et qui, lorsque le patient est moins sévère, permet aussi de traiter ces apnées du sommeil. En termes d'innovation connectée, qui était votre question, alors vous imaginez que pour l'orthèse que l'on met dans la bouche, c'est plus compliqué de parler de connectivité, c'est plus difficile dans l'acceptation du patient d'avoir des choses connectées dans la bouche. Oui. En revanche, pour la pression positive continue, les appareils sont aujourd'hui tous connectés depuis déjà plusieurs années. Alors, c'est quoi la pression positive continue, juste pour bien comprendre? Donc en fait, c'est vraiment, vous avez votre petit appareil qui vous envoie de la pression un peu plus élevée, enfin plus importante, par un tube qui est relié à un masque que vous avez et qui du coup permet d'ouvrir en fait les voies aériennes et aux patients de respirer. Voilà. Et donc ça, c'est prescrit par un médecin généraliste? Donc ça, c'est toujours prescrit par un médecin. C'est vraiment des produits, si vous souhaitez que votre produit soit remboursé par l'assurance maladie, il faut bien entendu qu'il soit prescrit par un médecin, qui peut être souvent plutôt des médecins spécialistes comme les pneumologues, les cardiologues ou les médecins généralistes qui sont formés. La tendance dans ces appareils, parce que c'est vrai que c'est quand même assez volumineux, mais en termes de confort, je sais que vous y travaillez énormément. Oui, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, les appareils sont vraiment petits, font beaucoup moins de bruit, sont plus légers. Donc voilà, les masques ont aussi évolué pour apporter plus de confort aux patients. Et puis je crois que l'essentiel, c'est le confort que va avoir le patient en utilisant son appareil. Alors oui, c'est jamais très
terrible d'avoir ça sur sa table de nuit, mais je crois que le bien-être et le confort qu'a le patient lorsqu'il utilise, parce qu'il faut utiliser ces appareils, il fait le... Et pour le conjoint du patient. Et pour le conjoint, exactement. Un espoir à nous partager pour les prochaines années, vers quelle tendance va-t-on en termes d'innovation ? C'est ce que disait le professeur Pépin, on reste sur ces produits qui sont bien évalués, bien reconnus, à pression positive continue. En revanche, ils sont tous connectés aujourd'hui et on a tous maintenant des applications qui sont associées à ces machines qui permettent au patient de suivre son traitement au quotidien avec son application. Il reçoit aussi des informations via cette application, un peu de coaching, et ça permet de le garder dans le traitement, parce que vraiment, ce qui est important, c'est que souvent on est traité longtemps pour l'apnée du sommeil, ça peut être un traitement à vie, donc il faut utiliser cette machine tous les jours si possible et le plus longtemps possible pour que ce soit efficace. Donc un dispositif de santé connecté comme il en existe de plus en plus pour apporter un confort de vie au quotidien pour les patients. Voilà, et embarquer le patient dans son traitement. Merci beaucoup Anne Josserand. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez.